Salam alaikum. Donc on se revoit encore une fois pour continuer nos cours sur l'algorithmique. Nous avons vu jusqu'à présent toutes les structures de contrôle de l'algorithmique, les structures, les instructions de base, les tests, les boucles, et nous avons entamé les structures de données, qui est au fait une manière de représenter les données de sorte à ce qu'on peut les manipuler d'une manière efficace, que ce soit traitement ou recherche ou n'importe autre opération sur ces données-là. Donc jusqu'à présent, nous avons vu les structures de base, ou bien les types de base, tels que la représentation des caractères, des entiers, des réels et des chaînes de caractères, et une structure un peu plus importante qui était les tableaux, qui était en fait une représentation d'un groupe de types de base dans une seule structure en utilisant un seul nom. Cependant, donc, en utilisant juste ces types primitifs ou bien les tableaux, on peut rencontrer quelques petits problèmes lorsqu'on manipule les données, et la manipulation devient plus complexe en utilisant seulement ces structures de données ou bien ces types de base ou bien ces tableaux-là. Exemple. Supposons qu'on a un parc d'auto, un parc de véhicules qui contient un véhicule où chaque véhicule est caractérisé par un ensemble d'attributs, un ensemble de propriétés telles qu'un matricule, une marque, un modèle, une couleur, le nombre de places, une puissance et un prix, qui sont des informations, comme vous le voyez, elles peuvent être de taille et de type différents. Ça veut dire qu'on peut avoir des tailles des champs ou bien de ces attributs-là qui est différente. Par exemple, la taille du matricule elle est différente de la taille de la marque, différente de la taille du modèle, et même le type. On peut prendre par exemple un matricule de type entier, une marque de type chaîne de caractères, un prix de type réel, ainsi de suite. Donc vous voyez que les types et les tailles sont différentes. Ce qu'on a vu jusque-là, c'est que les tableaux, pour représenter des données en utilisant la structure de données de tableau, les éléments du tableau doivent être, donc c'est une obligation, elles doivent être du même type. Ce qui fait que si on veut trouver une solution à un problème tel que l'affichage des informations des véhicules d'une marque donnée M et avec une propriété ou bien une condition sur le prix, par exemple un prix inférieur à une valeur donnée P, si on veut résoudre ce problème en utilisant ce qu'on a jusqu'à présent comme structure de données, on peut dire qu'on peut utiliser des tableaux, mais dans ce cas, comme les tableaux ne permettent pas de représenter les données de type hétérogène, les éléments du tableau doivent être du même type, donc on est obligé d'utiliser 7 tableaux dans ce cas, donc un tableau pour représenter les matricules, un autre pour les marques, et ainsi de suite. Donc chaque tableau va représenter une information spécifique du même type. Donc il va représenter un attribut qui décrit ce véhicule-là. C'est une solution. C'est une solution, mais vous voyez bien qu'elle n'est pas pratique. Ça veut dire que si vous voulez par exemple chercher des véhicules d'une marque M, et afficher son prix ou bien afficher les différentes informations concernant ce véhicule, vous êtes obligé de manipuler les 7 tableaux en même temps. Pourquoi? Parce que chaque élément du tableau représente une seule propriété ou bien un seul attribut décrivant ce véhicule-là. Donc le mieux, c'est de réfléchir à une autre manière de représenter, de telle sorte qu'on peut regrouper toutes ces informations afin de pouvoir les manipuler en même temps. Donc au lieu de manipuler chaque attribut dans une structure à part, on préfère manipuler toutes ces informations-là, tous ces attributs-là, avec un seul bloc. Donc il nous permet de les manipuler en même temps. Alors en utilisant les tableaux, ce n'est pas possible, parce que les tableaux exigent que les éléments soient du même type.
Mais comme l'idée, elle est intéressante, et comme c'est nous qui développons nos structures de données, on va essayer de proposer une nouvelle structure de données. Donc c'est une nouvelle manière de représenter les données afin justement de simplifier la manipulation et d'optimiser la manipulation de ces données-là. C'est exactement ce qu'on appelle les enregistrements. Donc les enregistrements, c'est une nouvelle structure de données qui nous permet de représenter ce type de données ayant des caractéristiques ou bien ayant des propriétés de type et de taille différentes. Donc on peut donner cette petite définition d'un enregistrement. C'est un type de données qui est défini par l'utilisateur. Ça, c'est une nouvelle notion qui nous permet de définir de nouveaux types. Donc, ce n'est pas un type prédéfini, comme on l'a vu pour les types de base ou bien pour les tableaux. Donc, c'était un type prédéfini. Il suffit d'utiliser le mot-clé tableau pour utiliser les tableaux. Dans ce cas-là, les enregistrements, donc, on n'a pas un type prédéfini par le système où vous pouvez l'utiliser. C'est un type qui est défini par l'utilisateur. Ça veut dire que c'est vous-même que vous allez développer ou bien définir votre type là. Alors, c'est un type défini par l'utilisateur et qui permet de regrouper un nombre fini, bien sûr, puisqu'on manipule la mémoire de la machine, donc ça doit être fini, on ne peut pas utiliser l'infini, qui regroupe un nombre fini d'éléments appelés champs. Donc, ces attributs-là qui définissent l'objet que nous allons manipuler, on les appelle des champs, de type éventuellement différent. Et ça, c'est une chose très importante lorsqu'on manipule les enregistrements. C'est que ces éléments-là, ces attributs-là qui décrivent un certain objet que nous allons manipuler, peuvent être de type et de taille différentes. Alors, la structure d'enregistrement, donc, elle permet d'élargir la notion de type, de variable. En effet, donc, elle permet à l'utilisateur lui-même, celui qui développe des solutions informatiques, de définir ses propres types. Donc maintenant, on va avoir une sorte de type infini. Chaque fois que vous avez besoin de représenter des données, donc la limite, c'est votre imagination. La limite, c'est vraiment votre imagination. Vous pouvez imaginer n'importe quel type en manipulant les types de base, comme outil de base. Vous pouvez maintenant avoir différents nouveaux types qui permettent de décrire n'importe quel objet. Ce qui veut dire que nous allons avoir une infinité de types. Alors, comment déclarer des enregistrements? Ça veut dire maintenant, en manipulant ces types de base, comment je peux définir mon propre type en tant qu'utilisateur, en tant qu'une personne qui développe une solution informatique. J'ai un certain problème, donc je veux manipuler un certain nombre d'attributs qui décrivent le même objet, tel que le véhicule qu'on avait dans l'exemple d'introduction. Comment je peux définir maintenant une nouvelle structure de données, cette nouvelle structure de données d'enregistrement, de telle sorte que ma machine, elle va comprendre et elle va utiliser cette donnée-là. Donc, un enregistrement peut être déclaré dans la partie déclaration, parce que c'est une variable, en fait, comme toute autre variable, mais cette fois, c'est une variable structurée. Donc, la syntaxe qui nous permet de déclarer les enregistrements est la suivante. Alors, on va donner le nom de l'enregistrement. C'est un identificateur de la variable, comme toute autre variable, telle que les tableaux, les caractères, les entiers, ainsi de suite. Ensuite, on utilise le mot-clé enregistrement, qui veut dire que cette variable-là, c'est un enregistrement. Alors, dans cette partie-là, après le mot-clé enregistrement, on va définir les différents types, plutôt les différents champs avec leur type, généralement type de base. Donc là, vous allez avoir les différents attributs qui décrivent votre objet, qui décrivent votre donnée qui contient des éléments hétérogènes. Et on termine par le mot-clé fin, tel que nom
enregistrement, c'est l'identificateur, ou bien c'est le nom du groupe, comme on l'a vu pour les tableaux. Donc c'était le nom du tableau qui est un identificateur du nom, ou bien le nom du groupe d'éléments qu'on a regroupé dans le tableau. Là, le nom enregistrement, c'est le nom de famille, en quelque sorte, qui regroupe tous ces éléments-là, décrivant notre objet. Le nom du champ I, là, on peut avoir un nombre quelconque. L'essentiel, c'est qu'il est fini, ça veut dire, mais il n'est pas limité. Ça veut dire que vous pouvez définir n'importe quel nombre. L'essentiel, c'est qu'il soit fini. On peut définir 5, 2, 20, une centaine de champs. Bon, en pratique, c'est quelques champs, une dizaine de champs permettent de décrire un enregistrement. Donc là, c'est l'identificateur du champ. C'est un élément du groupe. Et type CI, le type du champ 1, type du champ 2, ainsi de suite, c'est des types de base, c'est le type de l'élément. Bon, généralement, c'est un type de base, mais on va voir que ça peut être un type complexe aussi. Je peux avoir un enregistrement qui est le type d'un champ, ou bien un champ de type enregistrement, il peut être un champ de type tableau, ainsi de suite. Alors, une petite remarque là, les champs de même type, si vous avez des champs de même type, plusieurs champs de même type, on peut les regrouper exactement comme on l'a fait pour les variables de même type. Dans la partie de déclaration de variables, on pouvait les regrouper ou bien les mettre l'un après l'autre en les séparant par des virgules. Là aussi, vous pouvez, si vous avez des champs de même type, on peut les regrouper et les représenter sur la même ligne, par exemple, en les séparant juste par des virgules. Exemple. Donc, si je veux prendre l'exemple de véhicule qu'on a vu dans l'exemple d'introduction, je vais dire que véhicule, c'est un enregistrement. Donc, il représente un objet, une variable. Elle regroupe plusieurs caractéristiques, plusieurs attributs qu'on appelle champs. Donc, un véhicule était décrit par son matricule, qui peut être une chaîne de 11 caractères, une marque, qui peut être une chaîne de 15 caractères. Donc, vous voyez que même si c'est le même type, mais la taille, elle est différente. Il est décrit par un modèle et une couleur, qui peuvent être des chaînes aussi, mais de taille différente. Le nombre de places, la puissance, qui sont des entiers, et le prix qui est un réel. Pardon. Donc, on voit que c'est un groupe d'éléments, c'est un groupe de propriétés, de champs, d'attributs, qui sont de type et de taille différentes, mais ils décrivent le même objet, ils décrivent la même variable, dans ce cas qui est la variable véhicule. En mémoire, donc on avait vu, lorsqu'on déclare des variables, à chaque fois une variable, à chaque variable, on va définir une location, un emplacement mémoire qui prend le nom de cette variable-là. Là, un enregistrement, donc, il va occuper un espace mémoire contigu. Ça veut dire que chaque champ, il va occuper une place mémoire. Juste après, vous avez le deuxième champ, marque. Juste après, vous avez le champ suivant, le modèle, ainsi de suite. Donc, la représentation d'un enregistrement en mémoire, c'est une zone dans la mémoire centrale. C'est un emplacement mémoire qui regroupe tous ces champs-là, tous ces attributs, l'un après l'autre, d'une manière contiguë. Donc, à la fin du matricule, on trouve le début de la marque. À la fin de la marque, on trouve le début du modèle, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Remarque, un enregistrement est un type de données qui est défini par l'utilisateur, comme on l'a vu. Donc, il est préférable de déclarer des noms de type. Ça veut dire qu'on va dire que c'est un nouveau type. C'est vrai que c'est un type défini par l'utilisateur, mais c'est un type, ce n'est pas seulement une variable. Donc, on peut utiliser de nouveaux types. Donc ça, c'est un mot-clé qui nous permet de définir de nouveaux types.
dans la partie déclaration des variables. Donc on a vu qu'on pouvait déclarer des constantes en utilisant le mot-clé const, qu'on pouvait déclarer des variables en utilisant le mot-clé var. Là, on peut définir de nouveaux types en utilisant le mot-clé type. Donc on va définir une nouvelle section, une nouvelle clause, où nous pouvons définir nos types spécifiques qui sont définis par l'utilisateur. Donc en fait, la partie déclaration d'un algorithme, elle contient 3 sections. Une section type qui nous permet de définir nos propres types, une section const qui permet de définir les constantes et une section var qui permet de définir les variables. Donc la déclaration des types se fait dans cette partie-là, dans la partie déclaration de l'algorithme, mais c'est une section à part, donc on va la reconnaître en utilisant ce mot-clé-là, type, en plus de const et de var. Exemple, lorsque vous avez un algorithme, le nom de l'algorithme, donc vous donnez le mot-clé type. Dans cette section-là, type, on définit le type. Bon, la déclaration reste la même, exactement la même, sauf que dans ce cas, ce nom-là, le nom de l'enregistrement, devient un type et non pas une variable. Donc, par exemple, je le précède par le caractère T qui permet de dire que c'est un type de véhicule. Mais, comme vous le voyez, la déclaration ne change pas. Ça veut dire toujours, j'utilise enregistrement comme mot-clé, je cite les différents attributs, les différents champs, et je ferme mon enregistrement par le mot-clé fin. Comme on l'a vu le premier chapitre, lorsqu'on manipule des types, donc c'est égal et non pas 2 points. Ensuite, maintenant, dans la section var, je peux utiliser des variables maintenant, par exemple V1, V2, V3. Leur type, c'est T véhicule. Et donc, vous voyez là que ce type-là devient, dans la section var, devient prédéfini. Ça veut dire maintenant qu'on peut l'utiliser une fois qu'on a déclaré comme nouveau type. Donc là, puisqu'on l'a déclaré déjà dans la section type, on peut l'utiliser dans la section var, mais en utilisant juste ce nom-là. Donc, ce n'est pas la peine de redéfinir tout l'enregistrement. Il suffit de reprendre juste le nom et le mettre comme étant un type de variable. Donc là, ça devient un type prédéfini. Une fois qu'on l'a vu dans la section type, dans la section var, il devient exactement comme tout autre type prédéfini, tel que les entiers, les tableaux, les caractères, ainsi de suite. Bien. Donc, une fois qu'on a défini notre nouveau type, on va voir comment le manipuler, ou bien quelles sont les opérations qui sont permises sur ce type d'enregistrement. Donc, comme vous l'avez vu, à chaque fois qu'on définit un nouveau type, on présente les différentes opérations qu'on peut exécuter ou bien qu'on peut faire sur ce type-là. La même chose ici. Et la même chose pour toutes les autres structures de données qu'on va voir au futur. On va à chaque fois définir la structure de données et définir comment la manipuler ou bien quelles sont les opérations permises sur cette structure de données. Alors, la première chose à faire, ou bien la première opération qu'on peut faire sur un enregistrement, c'est la référence d'un champ. Comment utiliser un champ de cet enregistrement, ou bien comment manipuler un champ de cet enregistrement. Donc, comme on l'a vu, un enregistrement, il regroupe un ensemble de champs sous le même nom. C'est un groupe reconnu par un nom de famille, c'est le nom de l'enregistrement. Maintenant, si on veut accéder à un champ spécifique, si on veut référencer un champ spécifique, c'est comme si vous avez par exemple une famille où vous avez les parents, le père, la maman, les enfants, donc les garçons, les filles, le grand-père, la grand-mère, ainsi de suite. Ils portent tous le même nom. Si vous voulez maintenant spécifier un élément spécifique, je veux par exemple un enfant qui s'appelle Mohamed, donc comment accéder à cet élément-là, comment vous le définissez? Donc il faut dire que c'est Mohamed, mais attention, il y a plusieurs Mohamed.
dans notre société. Mais quel Mohammed vous voulez exactement faire référence? Donc vous devez donner le nom de famille pour reconnaître cet élément-là, pour reconnaître un élément spécifique, une personne spécifique dans cette famille-là. Alors pour les enregistrements, si on veut référencer, si on veut accéder à un élément spécifique, voici la syntaxe. Donc, il faut définir le nom de famille, il faut définir le nom de l'enregistrement. Si vous vous souvenez, les tableaux, par exemple, on donnait le nom du tableau et on donnait un indice de l'élément dans ce tableau en utilisant les crochets ou bien le A de I, par exemple. Alors, dans ce cas, on n'a pas d'indice. On n'a pas d'indice parce que les tailles des champs ne sont pas les mêmes. Donc on ne peut pas utiliser un indice, car si on utilise un indice, ça veut dire que je peux accéder au champ en utilisant juste une formule pour calculer la position. Dans ce cas, on ne peut pas le faire parce que les tailles sont différentes. Alors comment maintenant on accède au champ? On donne le nom de l'enregistrement suivi de points. Le point classique, et on donne le nom du champ. Donc ça c'est très important, séparer le nom de l'enregistrement du nom du champ par un point. Et ça sera collé bien sûr. Exemple, je vais dire véhicule V1, point matricule, ce qui me permet de faire référence au champ matricule du véhicule V1. Si je dis V2, point prix, ça me permet d'accéder au champ prix, ou bien de référencier le champ prix, mais du véhicule V2, non pas V1. Donc ça, lorsque vous définissez le nom vous donnez le nom de l'enregistrement, vous avez spécifié le bloc de données, et maintenant vous accédez aux différents champs en utilisant ce point-là. Autre opération maintenant, une fois qu'on a le champ, bien sûr, dans un algorithme, on va le manipuler pour répondre à des requêtes spécifiques, à des besoins. Par exemple, comme on l'a vu dans l'exemple précédent, afficher des éléments d'une marque donnée, d'un prix donné, par exemple. Donc, on utilise différentes opérations qu'on a vues, les structures de contrôle ou bien l'algorithmique. Alors, un champ référencé est manipulé exactement comme une variable. Lorsque vous faites référence au matricule, donc V1.matricule devient exactement comme toute autre variable qu'on a vue jusque-là, de type de base. Donc si le matricule est un entier, donc V1.matricule, vous le manipulez exactement comme toute autre variable de type entier. Alors toutes les opérations permises sur les entiers, elles sont permises sur V1.matricule. Toutes les opérations permises sur les réels, elle est permise pour V2.prix. Toutes les opérations permises sur les chaînes de caractères, elle est permise sur V2.marque, et ainsi de suite. Exemple, je peux initialiser, donc je peux utiliser l'affectation. Donc si vous dites V2.prix reçoit 0, ça veut dire que vous allez affecter 0 à la variable prix du véhicule V2. Donc au champ prix du véhicule V2. On peut lire une variable, donc on peut lire un champ, sauf qu'il faut préciser c'est le champ de quel enregistrement. Donc je peux dire lire v2.marque. Je peux afficher une variable, donc je peux afficher un champ. Écrire v2.nombre de places. Je peux tester une variable, donc je peux tester un champ d'un enregistrement. Je peux dire si v2.prix est supérieur à 200 000 par exemple. Alors exécuter un ensemble d'actions. Donc toutes les opérations qu'on a vues sur les types de base, elles sont permises pour manipuler les champs des enregistrements. Faites attention, toutes les opérations s'effectuent sur les champs de l'enregistrement. Ça veut dire que les opérations arithmétiques, les opérations logiques, la lecture,
l'écriture, les tests. Donc tout ça se fait sur les champs et non pas sur l'enregistrement lui-même. La seule opération qui est permise sur l'enregistrement lui-même, c'est l'affectation entre enregistrements. Mais toute autre opération n'est permise que sur les champs de l'enregistrement. Exemple, je peux faire V1 reçoit V2, ce qui permet de copier tous les champs de V2 dans V1. Alors, si on reprend maintenant l'exemple qu'on a vu dans notre introduction, on voulait afficher les informations des véhicules d'une marque donnée M ayant un prix inférieur à une valeur donnée P. Donc, au lieu d'utiliser 7 tableaux, comme on l'avait proposé comme solution, là, on peut utiliser un seul tableau. Sachant que les éléments du tableau maintenant, ce sont des enregistrements de type T-véhicule. Ça veut dire qu'un élément du tableau, si vous accédez à un élément du tableau, vous avez tous les attributs qui décrivent un véhicule. Comment le définir? Donc on a vu qu'on va définir un nouveau type, qu'on appelle par exemple T-véhicule. C'est un enregistrement. Il contient ces champs-là, comme on l'avait déjà vu. Alors maintenant, ce type devient un type prédéfini. Une fois qu'on l'a défini dans la section type, il devient prédéfini. Ce qui nous permet maintenant de définir un tableau de T-véhicules. Par exemple, je l'appelle TV, c'est un tableau de 200 véhicules par exemple. Donc les éléments de ce tableau-là sont de type T-véhicule. Je peux définir une variable indépendante de même type T-véhicule. J'ai besoin d'un compteur d'une taille N, d'un prix pour le prix donné pour lire le prix et d'une marque qui est une chaîne de caractères. Alors là, c'est classique. On va remplir le tableau d'abord. Donc, on demande à l'utilisateur d'introduire la taille ou bien le nombre de véhicules. Et comme on l'a déjà vu, donc on va lire la taille dans une boucle répétée afin de contrôler la taille n jusqu'à ce que la taille est positive et elle doit être inférieure à la taille maximale du tableau. Une fois qu'on a la taille, on va maintenant boucler sur cette taille-là pour lire les éléments du tableau. Donc, auparavant, on avait juste un seul type pour les éléments du tableau. Donc, on lisait juste lire A de I, lire M de I. Mais là, les éléments du tableau, c'est un groupe d'attributs, c'est un groupe de champs. Donc, qu'est-ce que je fais? J'utilise une variable intermédiaire V de type T-véhicule, qui est au fait un bloc de données qui contient les différents champs. Donc, qu'est-ce que je dis? Donner les informations du véhicule. Ces informations-là, c'est quoi? C'est le matricule, la marque, le modèle, la couleur, le nombre de places, la puissance et le prix. Donc, je vais remplir cette zone. Je vais remplir cette variable intermédiaire, V. On a vu que V, c'était un espace qui contient tous les champs. Donc, à chaque fois, je vais lire le champ. Et on a vu que pour lire le champ, il faut le précéder par le nom de l'enregistrement, le nom du bloc, qui est dans ce cas V. Donc, j'affiche à l'utilisateur matricule, qui veut dire donnez-moi le matricule, je le lis, lire V matricule, lire V marque, V modèle, V couleur, V nombre de places, V puissance et V prix. Par exemple, dans ce cas, donc, le bloc V qui contient toutes les informations du véhicule, elles sont dans la variable V. Et comme les éléments du tableau sont de type T-véhicule, donc c'est du type de la même variable V, je peux faire maintenant une affectation, parce qu'on a vu que la seule opération permise en manipulant les enregistrements, c'est l'affectation. Donc j'affecte cet enregistrement V à un élément du tableau, et en fait un élément du tableau c'est un enregistrement. Donc je me permets de faire cette affectation-là,
TV de I reçoit V. Or, dans tout ce qu'on a vu précédemment, c'était des tableaux de type simple. Ça veut dire qu'on pouvait faire lire TV de I. Mais là, on a dit que les opérations se font sur les champs. Ça veut dire que je ne peux pas dire lire V. Parce que V c'est un groupe d'éléments. Je ne peux pas dire lire V. Comme on va le voir comme une remarque après. Donc, je dois lire champ par champ. Et une fois que je termine, je l'affecte au tableau. Je peux faire autre chose là. Au lieu d'utiliser V matricule, V marque, ainsi de suite, comme V c'est exactement un élément du tableau, je peux en fait le remplacer par TV de I. Et dans ce cas, ce n'est pas la peine d'utiliser cette affectation-là. Donc si j'utilise la deuxième syntaxe ou bien la deuxième option pour lire les éléments, je peux dire lire, remplacer V, au lieu de faire cette affectation-là, je remplace V par TV de I. Mais je vous conseille d'utiliser des variables intermédiaires. Donc ça sera plus simple et on va voir après, dans le prochain chapitre, que ça va devenir obligatoire. Là, c'est optionnel, ça veut dire que vous pouvez manipuler une variable intermédiaire ou bien le tableau ou bien un élément du tableau lui-même, mais on va voir que lorsqu'on va entamer les fichiers, ça va devenir obligatoire. Ça veut dire que vous devez utiliser des variables intermédiaires. Donc autant s'habituer à les manipuler dès maintenant. Donc je préfère une écriture avec une variable intermédiaire que d'utiliser TV de I. Mais les deux solutions sont permises. Ça veut dire que vous pouvez utiliser que ce soit l'élément du tableau directement ou bien une variable intermédiaire que vous allez assigner ou bien affecter au tableau. Après avoir lu ou bien rempli le tableau là, on va demander maintenant quelle marque vous voulez lire la marque. C'est une chaîne de caractères. Et quel est le seuil du prix que vous voulez. Donc je lis le prix P. Une fois qu'on a le tableau, on a les données à afficher, ou bien les seuils du prix. Donc bien sûr, dans ce cas, si j'utilise TV de I, je ne vais pas manipuler cette affectation-là. Après, maintenant pour l'affichage, je vais dire pour I allant de 1 à N, je récupère, donc vous voyez là, l'intérêt d'utiliser une variable intermédiaire. Je récupère toutes les données qui caractérisent mon véhicule et je les mets dans V. Maintenant, V c'est quoi? N'oubliez pas que c'est une zone mémoire qui contient tous les champs qui décrivent le véhicule. Je m'intéresse à une marque spécifique et à un prix spécifique. Donc je vais dire si V.marque, donc j'accède, je fais référence à la marque, si cette marque est égale à M, et si V.prix, donc c'est le champ prix de ce véhicule-là, donc de cet élément-là du tableau, est inférieur à P, j'affiche ces informations. Ok? L'affichage, donc j'écris, mais j'accède au champ maintenant. V, point, et je cite les champs que je veux afficher. Donc dans ce cas, j'affiche toutes les informations. Mais si je m'intéresse à des champs spécifiques, je peux afficher juste ce qui m'intéresse. Attention. Attention et attention. C'est des erreurs qui reviennent tout le temps, qui reviennent souvent, qu'on voit souvent sur les copies d'examen, par exemple des étudiants, lors des examens. Alors, ne pas utiliser lire V ou bien écrire V. Ça veut dire on ne peut pas lire un enregistrement ou bien on ne peut pas afficher un enregistrement. La seule opération permise sur l'enregistrement, V dans ce cas, c'est l'affectation. Si vous voulez manipuler autre chose, c'est faire référence au champ. Toutes les autres opérations, à part l'affectation, se font sur le champ. Ça veut dire que vous ne pouvez pas afficher V, mais vous pouvez afficher les champs de V. Vous ne pouvez pas lire V, mais vous lisez les champs de V. Donc faites attention. Plusieurs fois, on voit cette erreur-là où l'étudiant écrit lire V ou bien écrire V. En général, lire l'enregistrement ou bien écrire l'enregistrement. Une deuxième erreur qui apparaît souvent, lorsque vous définissiez un
vous définissez un type, par exemple T véhicule. Maintenant, T véhicule devient un type et non pas une variable. Donc, on ne peut pas dire, par exemple, lire T véhicule.mark. Parce que T véhicule, maintenant, c'est un type. C'est comme si c'est, par exemple, anti. Est-ce que vous avez vu déjà lire anti? Non. Donc, on va dire lire X, qui est de type anti. Là, donc, on ne peut pas utiliser le type pour accéder au champ. On utilise le nom de variable, V, par exemple, dans ce cas. On dit V.matricule. Faire ou bien accéder au champ en utilisant le nom du type est une erreur et ça revient souvent. Donc faites attention, lorsque vous manipulez les enregistrements et vous voulez accéder au champ, si vous avez défini votre enregistrement comme étant un nouveau type, ne jamais utiliser ce nom de type comme étant le nom de famille ou bien comme étant le nom de l'enregistrement. On utilise le nom de la variable et non pas le nom du type. Voilà, ceci termine la première partie de ce cours-là. On va se voir dans le prochain cours pour continuer le cours sur les enregistrements.